Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culturel du mois d'août. Je commence avec les livres. J'ai commencé le mois avec un livre que Jeanne m'a prêté qui s'appelle Au-delà de la pénétration de Martin Page. Martin Page va revenir sur le patriarcat qui est inculqué par l'acte même de pénétrer et réfléchir à comment revoir les processus de relation entre les individus hétérosexuels par les vécus de femmes et d'hommes hétérosexuels autour de l'acte de pénétration. C'est très intéressant, ça permet de déconstruire énormément de choses, c'est relativement court et je pense que c'est un livre qui est important à lire pour revoir un petit peu les modes de fonctionnement qu'on peut avoir dans les relations amoureuses ou simplement sexuelles que l'on entretient avec d'autres. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai emprunté en bibliothèque mais que je voulais lire depuis relativement longtemps, qui s'appelle La petite dernière de Fatima Das. Fatima Das, elle présente son livre comme une sorte d'autofiction, une sorte d'autobiographie autour de son expérience de Paris, du fait d'entrer à l'université à Paris, de prendre le RER tous les matins pour pouvoir se rendre à la capitale et pouvoir suivre des cours, pour pouvoir poursuivre ses études. Le fait qu'elles doivent toujours donner plus que les autres pour pouvoir être considérées d'une façon analogue. Et c'est puissant, c'est très court là aussi, mais c'est montrer une population qui est totalement invisibilisée, sans phare, sans faille, et avec une réalité qui est prégnante. Je le placerai pas en tant qu'essai, je le placerai pas en tant que roman, mais plutôt en tant que parcours de vie. Et il est paru en poche ces dernières semaines. Je vous invite à le lire. C'est relativement bien écrit, c'est des phrases courtes, mais justes, qui vont droit au but, et ça me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai lu Indiana de George Sand. C'est un petit peu Madame Bovary qui serait écrit par une femme. On sent toute la présence de la société dans laquelle a évolué George Sand, toute cette intelligence, toute cette connaissance, mais aussi cette pleine conscience qu'elle a de sa condition de femme, de la condition des femmes en règle générale. C'est empreint d'ironie, empreint de réalité, empreint de critique de la société et de la place qui est donnée aux femmes et qui leur est volée également. La considération des hommes à leur égard, la façon dont ils sont brutaux, dont ils n'hésitent pas à faire gage de violence à leur égard pour arriver à leur but tout simplement. Et c'est pour moi un roman qui dépasse Madame Bovary, bien que ça traite de la même chose entre guillemets. C'est-à-dire que Indiana, on va suivre une femme qui est mariée à un homme plus ou moins mal marié, dans le sens où il est vieux et elle est jeune et il ne se retrouve pas sur moult points. Les deux autres personnages principaux qui vont être là, ça va être un homme qu'elle va aimer, qui va la séduire, qui va toujours être dans la quête de séduction à son égard, et son cousin qui lui porte une tendresse infinie, voire un amour sans faille. Ça va être tout ce monde-ci qui va agir l'un avec l'autre, en sachant qu'il y a une place qui est relativement donnée aux serviteurs, serviteuses, aux dames de compagnie. Ça va être toute une part, si ce n'est la plus grande part de l'intrigue du roman, et du coup ça donne aussi une vision des classes sociales et de l'échelle qu'ont les femmes, mais aussi à quel point elles peuvent être dépréciées extrêmement rapidement. Je vais juste évoquer un tout petit essai de Audre Lorde qui s'appelle The Master's Tool We Never Dismantle the Master's House. C'est un tout petit essai féministe sur la condition des femmes, comme le titre l'indique, sur le fait d'être une femme noire, d'être lesbienne aux États-Unis à son époque. J'ai eu du mal à me plonger dedans, malgré le fait que ça soit un tout petit essai qui fait 90 pages dans les éditions Univre de chez Penguin. En fait, c'est tellement puissant, tellement important comme lecture, que j'ai voulu le parcourir avec de la retenue, entre guillemets, dans le sens où je ne voulais pas m'en dégoûter au point de ne pas saisir tous les tenants et les aboutissants de ce qu'elle voulait évoquer. Donc j'ai laissé pendant quelques semaines, et puis je l'ai repris. Et je me suis plongée dedans
sans pouvoir m'arrêter. C'est-à-dire que c'est brillant, c'est très bien écrit, elle nous évoque en fait sa réalité et malgré le fait que ça ne soit plus la même époque, ça reste toujours d'actualité évidemment. Le dernier ouvrage que j'ai lu, c'est également un livre en anglais qui s'appelle Before the Coffee Gets Cold, qui avait suscité mon intérêt lorsque Clout, anciennement Quartier du Livre, avait fait une vidéo / log de lecture autour de ce livre. On va suivre 4 histoires parallèles dans un même lieu. Et ce lieu est mené, dirigé par une légende urbaine qui veut que lorsqu'on s'assoit à une place bien précise dans ce café, on peut remonter le temps et on peut voguer dans le temps. Cependant, il y a plusieurs règles, notamment une qui est peu importe ce que vous faites, vous ne changerez pas la situation actuelle. Et ça revoit tous les processus que l'on s'imagine lorsqu'on parle de voyage dans le temps. C'est-à-dire que si on voyage dans le temps, on a toujours l'idée de changer les choses. Et derrière, la leçon qu'on va peut-être tirer de ce livre, c'est en quoi finalement ça a un intérêt que de voyager dans le temps si les choses restent identiques. C'est une très belle fable urbaine sur la vie, sur l'importance des sentiments, sur l'importance de l'amour et des relations humaines, sur tous les liens qu'on crée les uns avec les autres et sur le rapport au temps. Je ne peux que vous le conseiller, très atmosphérique, très en pesanteur. Il y en a qui ont trouvé ça relativement longuet pour ce que c'est. C'est pas du tout mon cas. Je voyais ça vraiment comme un flottement dans l'air et qui juste apaise au fur et à mesure du temps et ça m'a plu de suivre tous ces éléments parallèles les uns avec les autres pour les voir se recouper à la fin. Je passe au film. Comme je vous le dis à chaque fois, je vais vous évoquer que ceux qui m'ont marqué. Je commence avec Panic Room de David Fincher, qui est le même réalisateur que Gone Girl et que Fight Club pour vous situer un petit peu. Dans Panic Room, on va suivre une mère et sa fille qui, après le divorce de la mère, ont déménagé dans une grande demeure, un énorme manoir à New York, qui était anciennement la propriété d'un vieil homme très très fortuné. Et cet homme avait tellement peur de se faire voler son argent qu'il avait une pièce type bunker dans la maison, cachée, où il pouvait garder des vivres, où il pouvait surveiller toute la maison, au risque que quelqu'un s'infiltre. Et là, il serait forcément en sécurité. Et ce qui se passe, c'est qu'elles arrivent dans la maison une semaine avant la date initiale qui était prévue. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une effraction. Ça va être tout un jeu de suspense, de tension pendant tout le long du film. Et c'est d'ailleurs ce que le titre évoque. C'est réellement la panique que l'on voit à travers les yeux de ces deux personnages. C'est l'un des premiers rôles de Kristen Stewart. Et malgré son jeune âge, je trouve qu'elle joue très très bien. C'est vraiment oppressant comme ambiance, donc il faut être préparé. Mais c'est vraiment un film que j'ai trouvé très très bien réalisé, toujours avec des rebondissements hyper intéressants. C'était un film que je redoutais de voir par sa réputation, tout son côté oppressif, et finalement ça a été juste un coup de cœur. C'était excellent. Pour changer totalement de registre, je vais vous parler de Elle s'appelle Ruby, ou en anglais Ruby Sparks, du même réalisateur que Little Miss Sunshine. Donc on retrouve cette patte hyper indie. Là, on va suivre un jeune auteur qui a écrit son premier roman à l'âge de 19 ans. Actuellement, il doit en avoir 29. Donc ça fait 10 ans qu'il a paru son premier ouvrage et il y a la réédition de ce dernier lors d'une soirée. Et tout le monde lui demande quand est-ce que vous écrivez la suite, quand est-ce que vous en écrivez un autre. Et ça fait 10 ans qu'il n'a plus d'inspiration. Son éditeur est absolument camé, absolument alcoolique, lui-même ne croit même plus en son auteur. Il rentre chez lui un petit peu dépité et il s'endort. Et il va rêver d'une fille cocasse, drôle, et ça va l'inspirer. Ça va l'inspirer à un tel point qu'il va passer des jours et des nuits à ne rêver et ne penser qu'à elle. Et il va écrire une centaine de pages en un rien de temps. Et à un moment, il évoque cette situation à son psy parce qu'il a eu pas mal de traumas émotionnels auparavant, en disant mais c'est grave parce que je suis devenue amoureux de mon personnage. Là encore, il rentre chez lui un petit peu dépité et il se réveille le lendemain et Ruby a pris vie. Et il comprend pas pourquoi son personnage existe dans la réalité. C'est empreint d'humour, c'est vraiment une comédie hyper plaisante, dans la même veine que Little Miss Sunshine, 500 jours ensemble, Juno.
La famille Tenenbaum à un certain égard. Je vous le conseille. C'était pas forcément une comédie qui me donnait très envie au début, mais là tout de suite maintenant je trouve qu'il est vraiment très chouette. Je suis très contente de l'avoir regardé, il est disponible sur Star si vous avez Disney+. Ensuite, un film auquel je m'attendais pas du tout. Il a été disponible sur Canal pendant le mois d'août. C'était My Beautiful Boy avec Timothée Chalamet en acteur principal notamment. Alors Trigger Warning, c'est un film, l'un des films les plus compliqués que j'ai eu à regarder. On va parler de drogue, on va parler de problèmes psychologiques, vraiment. Parce que on va suivre un père qui se rend compte que son gamin, très bon en littérature, en écriture, est en fait accro à la méthamphétamine. La personne qui joue cet adolescent, c'est Timothée Chalamet. Si vous avez déjà regardé certaines vidéos que j'ai postées précédemment, vous savez que je ne porte pas un énorme amour à cet acteur. Mais dans ce film, je l'ai trouvé excellent. C'est oppressant là aussi. J'ai dû le regarder en plusieurs fois. C'est pas du tout sur les mêmes base que Panic Room parce que c'est pas une question d'enfermement, c'est pas un huis clos. On voit à quel point il est addict, il ne peut pas s'en défaire. À la fois c'est énervant et à la fois on a juste envie de le secouer. C'est tellement dur à voir. C'est en ça que le film est oppressant, avec toujours cette lueur d'espoir à un instant qui est révoquée quelques secondes plus tard. Je sais pas si je vous le conseille sincèrement, je reste en demi-mesure par rapport à ce film. Il a été très très dur à regarder et c'est pour ça que je voulais le noter ici. Après, je vais vous parler de La Cordillère des Songes, qui est un film de Patricio Guzman, qui est un réalisateur chilien. Donc il faut savoir que ce réalisateur a quitté le Chili au moment où il y avait tout le problème d'Allende, en fait toute la révolution chilienne, et qu'il n'est jamais retourné dans son pays. Ici, il va faire appel à plusieurs de ses collègues, un écrivain et un peintre, qui sont eux aussi chiliens, mais qui eux ne sont jamais retournés non plus au Chili. Il va évoquer tout son rapport à la nature, tout son rapport à la cordillère. C'est très beau. Alors moi, j'avais connu Patricio Guzman parce que quand j'avais passé mon bac cinéma, j'avais dû travailler sur Nostalgie de la lumière, qui était son premier film de cette même trilogie autour de la nature et des paysages chiliens, de tout l'univers en règle générale, mais vraiment tourné autour de comment l'univers fonctionne au Chili, comment c'est traité là-bas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est depuis qu'il n'est plus retourné au Chili qu'il a apporté un énorme intérêt à ce pays, à tout ce que ça gère, à tout ce qui se passe là-bas. Je note ce film parce que c'est une beauté incroyable. On voit des paysages qu'on ne verrait jamais. C'est tellement ésotérique dans la réalité que ça montre et dans l'espèce de mystique qui se passe dans ces montagnes. Après, je vais vous parler de Une journée particulière. Une journée particulière, c'est lorsque Hitler est dans son apogée en 1944 et qu'il va voir Mussolini en Italie. Donc il y a une énorme cérémonie dans Rome auquel les personnes adeptes de Hitler vont assister. Évidemment, les femmes ne sont pas conviées. On va suivre une mère de famille qui va rester à la maison lorsque tout le monde est à l'école ou à cette cérémonie. Et elle s'occupe de son oiseau, sauf que cet oiseau s'envole par la fenêtre et va se rendre chez son voisin d'en face. Donc elle va aller le voir et lui dire « Excusez-moi, il est bloqué sur la rambarde au-dessus de votre fenêtre, est-ce que vous pouvez m'aider à l'attraper ?» De là va s'en suivre une discussion entre eux et on va voir justement cet après-midi particulière, cette journée particulière entre eux, les questionnements qui sont ceux des personnages en tant que femme épouse d'un soutien de Hitler et des dictatures face à un écrivain à deux doigts de se faire enfermer parce qu'il est homosexuel. Et ça montre à quel point la conception de l'homosexualité en 1944 était horrible, à quel point les personnes homosexuelles étaient toujours sur le fil. C'est extrêmement bien joué. Le cadrage est excellent, avec des surcadrages dans les portes, avec des plans d'ensemble, avec des gros plans, des plans rapprochés, sur énormément de jeux avec les surcadrages, que ça soit entre les fenêtres et entre les encadrements de portes. Moi, ça m'a un peu fait penser à Fenêtre sur cour de Hitchcock, mais avec toute cette empreinte proche de la vie finalement, sans question d'enquête, juste sur ces deux parcours qui se rencontrent pendant cette journée tellement différente des autres. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est Pension d'artiste. Dedans, il y a Katharine Hepburn. Pension d'artiste est un film qui va suivre
le parcours de plusieurs actrices qui vivent dans la même pension justement, en quête de reconnaissance, en quête de producteurs pour pouvoir devenir les prochaines vedettes de la comédie musicale, du théâtre et des films. C'est tous ces chemins qui se recroisent, qui se recoupent pour montrer à quel point c'est une réalité qui est dure, surtout à l'époque où on en parle, parce qu'on a une grande place qui est donnée à la condition des femmes et au fait que ce n'était que finalement des figures de séduction et que si elles n'avaient pas la carrure ou si elles ne correspondaient pas au bon vouloir des producteurs qui étaient des hommes, elles étaient mises au banc de la société, au risque de s'affamer, de devoir mourir, tant la situation est dure, que ça soit au niveau pécunier ou au niveau de la reconnaissance de son talent. On va se centrer sur deux femmes, une qui arrive qui est relativement lettrée et l'autre qui est réellement la figure de la basse société, qui est très vulgaire dans ses paroles, parle très fort et il y aura cette opposition, mais au final, dans cette détestation initiale, va se créer une amitié. Elles vont s'associer pour monter un numéro ensemble et ça va aussi être la question de qui est intéressé par elle en tant que producteur, pourquoi l'une plus que l'autre. Ça va également se recouper avec tous les parcours qui sont autour d'elle dans cette même maison, avec des questions de séduction, des questions de prépondérance par rapport à un rôle, par rapport à un autre, par rapport aux rêves qui sont d'autant plus prégnants chez l'une ou chez l'autre. C'est un film des années 30 que j'ai trouvé excellent là encore. Ça m'a un peu fait penser à une journée particulière dans l'image parce que c'est tourné à des époques assez analogues, mais c'est pas du tout sur les mêmes chemins, c'est pas du tout sur la même lignée et pour le coup Pension d'artiste n'est pas une comédie musicale mais ça y fait relativement penser. Donc si vraiment vous aimez cet univers, si vous aimez les vieux films des années 30, des années 50, mais foncez en fait, si vous le trouvez, foncez parce que c'est juste un bijou ce film dont je n'avais quasiment jamais entendu parler avant d'essayer de trouver un film avec Katharine Hepburn. Et je viens de me rendre compte que j'ai totalement zappé de vous parler d'un des films que j'ai préféré, qui est un documentaire qui s'appelle Le Concours et qui revient sur le concours de la Fémis, qui a été réalisé par une ancienne élève de la Fémis qui a un regard très critique sur cette école et ça permet de voir tous les tenants et les aboutissants de l'industrie cinématographique et de comment sont créés les futurs professionnels de ce milieu-là, notamment les futurs réalisateurs et les futures réalisatrices, toutes les histoires de quotas. Je pense que si vous êtes intéressé par ces sphères-ci, ça peut être d'autant plus enrichissant que de regarder ce documentaire parce que ça ouvre vraiment des portes. Ça confirme aussi certaines questions, certains doutes et certains propos qu'on peut supposer dans toute cette industrie-là. Donc vraiment, je voulais juste revenir sur ça parce que j'avais peur de l'oublier et de ne pas revenir dessus à quelconque instant. Je vais évoquer tout ce qui est audio. Je vais vous parler des podcasts. C'était des pépites ce mois-ci. J'ai écouté en premier Les gens qui doutent et j'ai commencé avec l'épisode avec... Pendant tout le long, je vais répéter Antonin Trapenard. Sachez qu'il s'agit bien de Augustin Trapenard. Antonin Trapenard. C'était excellent. On le voit au-delà de ce qu'il montre dans Boomerang, dans toutes les autres émissions qu'il peut présenter. On le voit dans son antériorité, dans son rapport à l'art, son rapport aux autres et dans son intimité. C'est hyper plaisant. C'est un homme qui est toujours agréable à écouter. Il est foisonnant de références, d'humour, d'autodérision et c'est tellement agréable. J'ai écouté plein d'autres épisodes. Je crois que ensuite je les ai tous enchaînés. J'ai adoré les épisodes avec Eva Bester et du coup j'ai découvert Remède à la mélancolie. Je me rappelle plus du nom de cette femme, mais j'ai également écouté l'épisode avec la présentatrice des Chemins de la philosophie qui est brillante, qui est intéressante dans le parcours qu'elle a dû mener pour présenter les Chemins de la philosophie sur France Culture et maintenant qu'elle est spécialiste dans le domaine et qu'elle est reconnue aussi pour ça sans que ça soit une image de fétichisation et de personnification de l'émission à travers elle. Donc vraiment les gens qui doutent, c'est des interviews qui peuvent durer de 30 minutes à 2 heures, mais c'est fou. Enfin, c'est vraiment une discussion comme si c'était des amis. Après, j'ai écouté Adapte-moi si tu peux, qui reprend des œuvres qui ont été écrites puis adaptées au cinéma pour en faire l'analyse et donner leurs avis. Ça dure entre 1 heure et 2 heures pour chaque émission. J'ai écouté notamment celui sur Call Me By Your Name, Bridget Jones, qui est l'un des derniers qui est sorti et ça m'a fait trop rire parce que
que Bridget Jones. C'est vraiment un plaisir coupable pour moi. Il y a également sur Hunger Games, sur The Notebook. Vu qu'il y avait eu 2 adaptations, ils avaient fait une émission sur les 4 filles du Dr March en évoquant et le livre de Louisa May Alcott, mais aussi l'adaptation en film d'il y a quelques années et le film de Greta Gerwig. Du coup, je vais vous parler de Remède à la mélancolie qui se tient tous les dimanches matins à 10h10 sur France Culture, présenté par Eva Bester qui va discuter avec des personnalités. J'ai beaucoup aimé l'épisode avec Pomme et j'aime bien ces formats d'interview où on écoute des personnalités publiques parler de leur rapport à l'art. C'est-à-dire que Remède à la mélancolie, c'est un peu une émission comme Boomerang avec Antonin Trapenard, mais traitée sous l'angle de ces artistes qui donnent leur remède à la mélancolie dans le monde dans lequel on vit, par l'art, par des éléments du quotidien, par des actes. C'est juste tellement réconfortant, tellement plaisant de rentrer dans l'intériorité, dans l'intimité de ces personnes, de découvrir des auteurs, des autrices, des réalisateurs, des réalisatrices, bref des artistes, parler de leur rapport au monde et de leur rapport à l'art alors que eux-mêmes sont des créateurs et des créatrices. Dernier podcast mais pas des moindres, je vais vous parler de X sous le même format que Transfert qui va en 30 minutes à 1 heure donner des histoires d'amour qui se sont plus ou moins bien passées, ça dépend des épisodes. C'est des tranches de vie comme Transfert ou comme Passage. Je cherche toujours des podcasts sous ce format-là. X, c'est réellement très très qualitatif. Donc je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Niveau musique, j'ai écouté Soko, qui est française mais qui vit actuellement en Californie. Donc grâce à l'émission des gens qui doutent, j'ai pu en connaître plus sur son parcours et puis découvrir cette artiste. Elle a des genres très variés en fonction de ses albums et moi j'ai écouté l'un des derniers qu'elle a sorti. Je vous mettrai en barre d'infos les 2-3 morceaux qui m'ont vraiment marqué. J'aime beaucoup le style assez proche de Men I Trust dont je vous avais déjà parlé. L'album qui m'a marqué, j'ai découvert tard dans le mois. Mais alors quelle pépite, quelle joie que de les retrouver. J'avais totalement zappé le fait que Yatus Coyote, je ne saurais pas comment le décrire, groupe d'électro-funk et électro-swing, avait ressorti un album. Et c'est brillant. Il n'y a aucun morceau qui est en dessous. Il n'y en a aucun que j'aime pas. Ils sont tous excellents. Je me repasse l'album en boucle. Tant c'est bon. Tous les sons, toutes les basses, toutes les modulations sont bonnes et sont agréables et sont tellement en connivence les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun morceau qui se détache totalement dans le sens où il n'est pas du tout en adéquation avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un ensemble qui est très très harmonieux dans l'album. Qu'on écoute un morceau séparément des autres ou non, il y a toujours une patte qui est identique, non pas parce que c'est le même artiste, bien sûr que c'est parce que c'est le même groupe, mais c'est aussi parce qu'il y a une harmonie dans tout ça et c'est tellement agréable à écouter. Et si vous connaissez pas Yatus Coyote, mais juste foncez quoi, parce que je sais pas comment on peut ne pas aimer. Et je termine cette vidéo avec les chaînes YouTube. Je vais vous parler de 2 chaînes YouTube. Celle de Tiffany Reads, que j'ai découverte au début du mois d'août. Quelle joie, quel bonheur. Je ne sais absolument plus comment je l'ai découverte. Alors Tiffany, c'est une jeune femme qui est en études supérieures, il me semble qu'elle est en lettres. Et je l'ai découverte grâce à ses vlogs d'écriture, où elle s'était posée comme challenge d'écrire en 10 semaines, il me semble, son roman. Chose qu'elle a réussite, mais je vous laisse suivre ça dans tous ses épisodes à ce sujet-ci. Elle fait beaucoup de revues lecture, elle fait des bilans culturels plus ou moins, elle fait pas mal de vlogs et j'adore regarder ses vlogs, plus ou moins courts, plus ou moins longs. Elle évoque ses podcasts préférés également. Elle est très sympa pour lui avoir un petit peu parlé. Je trouve que sa chaîne n'est pas du tout connue. J'espère que je vous la fais découvrir et que vous l'aimerez. Et puis je trouve qu'elle a des contenus assez pertinents qui se détachent un petit peu de ce qu'on peut voir en règle générale sur YouTube. Et la dernière chaîne, c'est la chaîne de Amy. Il me semble qu'elle est canadienne ou anglaise. Et c'est une chaîne de lecture. Elle fait énormément de vlogs. Elle est très connue pour ses vlogs, pour ses book hauls aussi. Je sais pas comment elle fait pour acheter autant de bouquins et pas avoir de problèmes financiers. Elle fait énormément de vlogs sur les études. Là, elle fait beaucoup de contenu aussi autour du fait qu'elle est dans un petit cottage. Elle a un groupe de lecture notamment où ils ont lu Dickens et les frères Karamazov. Elle sort des vidéos relativement régulièrement, si c'est pas toutes les semaines ou 2 vidéos par semaine. Elle a des lectures qui sont à la fois classiques et à la fois contemporaines. Elle lit énormément de fiction plus que d'essais. C'est vrai que moi j'ai de plus en plus tendance à me tourner vers les essais plutôt que la fiction, mais j'aime bien découvrir
découvrir des œuvres par son prisme parce qu'elle a toujours un discours assez intéressant et assez complet sur ce qu'elle lit et sur ce qu'elle veut lire et le pourquoi du comment. Et la dernière chose que j'ai totalement oublié d'évoquer auparavant, c'est la série Atypical. Donc j'ai regardé la saison 4 ce mois-ci. On suit encore ce jeune homme et sa famille, donc toute cette famille ensemble. On a une mère qui est quand même plus aimable qu'avant. Le personnage principal va essayer de vivre par lui-même parce qu'il voudrait aller en Antarctique pour rencontrer les pingouins et travailler dessus. Donc il va réussir à avoir une bourse d'études au début pour y aller et puis par plusieurs changements de situation, il va pas pouvoir s'y rendre, donc il va être très déçu. Là ça brasse concrètement le problème de, en étant autiste, est-ce qu'il est capable de se suffire à lui-même, dans le sens où est-ce qu'il peut subvenir à ses besoins sans avoir la mère qui est là pour l'aider. Ça montre toute la pesanteur que la mère peut instaurer auprès de son fils, mais en même temps toute la difficulté qu'il a malgré lui. Tout ce dont il a envie, en fait, peut-être qu'il y a des choses auxquelles il n'a pas accès. C'est des choses qui sont encore à questionner. Moi je suis toujours aussi fan de la sœur, c'est vraiment mon personnage préféré dans cette série. Je vous laisse la regarder, cette saison 4, si vous ne l'avez pas vue. De toute façon je vais pas faire un résumé de la série à nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont regardée. Je trouve que c'est une bonne saison. Malgré tout, je commence un petit peu à m'en lasser. Même si ça reste une bonne série en règle générale, et c'est hyper important que de voir des personnages autistes dans des fictions et dans des films en règle générale, que ça soit documentaire, fiction, et de voir toutes ces réalités différentes des nôtres en règle générale. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé ce bilan culture. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse me le dire en commentaire, aimer la vidéo, vous abonner, venir me parler sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, tout sera en barre d'infos. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!